تعترف لحزب الله بأي حقوق تتقدم على حق الدولة في قرارات السلم والحرب. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Vent frôlant les 90 km/h, orage et froid intense, le Liban toujours au cœur de la tempête Windy, troisième de cet hiver. De nombreuses routes restent bloquées par d'importantes chutes de neige. Les appels se multiplient contre la vacance prolongée à la tête de l'État. Une 20e séance parlementaire a été fixée au 11 mars pour tenter d'élire le successeur de Michel Sleiman. L'ONU appelle à lever les sièges en Syrie et à stopper l'utilisation de barils explosifs. 212 000 civils sont bloqués dans plusieurs villes du pays sans accès à une assistance médicale. Et à suivre également dans ce journal, l'Ukraine rend hommage aux martyrs de Maïdan à l'occasion du premier anniversaire des violences, alors que dans l'est du pays, le cessez-le-feu entre l'armée et les séparatistes pro-russes est menacé par de nombreuses violations. Le Liban, toujours au cœur de la tempête Windy, plusieurs axes routiers sont toujours bloqués en raison de la neige et du verglas. Les routes de Dahr el-Baïdar, Halib Hamdoun et Zahlet el-Shish sont coupées à la circulation, tout comme celles de Dahr el-Ramle Jezin ainsi que la Lou Akoura. Depuis mercredi, le pays est frappé de plein fouet par Windy, la troisième grande tempête de cette saison après Zina et Yohan. Elle a apporté des vents frôlant les 90 km/h, des orages, de la neige et un froid intense. Saad Hariri multiplie les rencontres et les réunions depuis son retour au Liban à l'occasion du 10e anniversaire de l'assassinat de son père. L'ancien Premier ministre a indiqué que le seul fait de rencontrer Michel Aoun est une chose positive. S'exprimant au Conseil de l'ordre de la presse, il a dit souhaiter qu'à travers le dialogue du courant du futur avec le Hezbollah et le parti Amal, ainsi que sa relation avec le chef du CPL, la porte sera ouverte à l'élection d'un président. Une élection qu'il a qualifiée de priorité. Une 20e séance parlementaire a été fixée au 11 mars pour tenter d'élire un nouveau chef de l'État. Walid Jumblatt a lui salué le dialogue entre les Libanais et surtout entre le courant du futur et le Hezbollah. Le leader druze estime qu'il réduit la tension entre sunnites et chiites au Liban. Jumblatt a par ailleurs souligné l'importance de la responsabilité commune entre les différentes forces politiques pour empêcher que le pays ne sombre dans les dissensions. Et puis le vide présidentiel également au cœur d'une réunion présidée par Michel Sleiman à Jersey. L'ancien chef de l'État a reçu le vice-premier ministre Samir Mokbel ainsi que les ministres Boutros Hareb, Michel Pharaon, Sejan Azi, Ali Shabtini et Abdelmottaleb Hennaoui. Les discussions ont porté sur les répercussions de la vacance présidentielle sur le travail du gouvernement et la gestion des affaires constitutionnelles. Les ministres ont appelé à l'élection d'un chef de l'État comme étant une priorité absolue. Ils redoutent la normalisation du vide présidentiel. Autre nécessité, communiquer avec Tamam Salam qui ne cesse d'appeler à l'élection d'un président dans les meilleurs délais. Même appel du côté des évêques maronites qui ont dénoncé une nouvelle fois la vacance prolongée à la magistrature suprême. À l'issue d'une réunion à Kirké, les prélats ont publié un communiqué dans lequel ils estiment que la présence d'un président devient plus que nécessaire car le vide à la tête de l'État mène le pays vers l'inconnu. Les évêques ont par ailleurs indiqué que lier le Liban à des axes régionaux, c'est l'amener à prendre des choix qui ne sont pas en harmonie avec le pacte national. Ils ont dans ce contexte appelé à prendre conscience de l'importance du rôle du Liban en cette période difficile. Ils ont enfin salué l'armée et les forces de sécurité pour leur lutte contre les organisations terroristes et ont appelé les Libanais à les soutenir par tous les moyens. Ban Ki-moon dénonce une nouvelle fois l'indifférence de la communauté internationale sur la Syrie. Dans un rapport adressé au Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU énumère 5 actions prioritaires, dont la levée des sièges dans lesquels 212 000 civils sont bloqués, la garantie d'un accès à une assistance médicale et la reconstruction du système éducatif. Il a également demandé aux 15 membres du Conseil d'aborder la question des attaques aux barils d'explosifs menées sur les civils et de mettre fin à l'emploi du siège comme une arme de guerre. Ce rapport sur la Syrie est le 12e adressé au Conseil de sécurité, profondément divisé sur la guerre qui a fait plus de 210 000 morts et 12 millions de déplacés. L'idée selon laquelle l'Occident est en guerre avec l'islam est un horrible mensonge. Une déclaration signée Barack Obama.
Le président des États-Unis a bouclé hier soir à Washington un sommet de 3 jours contre l'extrémisme violent en présence de 60 gouvernements et organisations. Le communiqué final de la Maison-Blanche évoque un plan d'action adopté par les participants et censé produire des avancées concrètes au cours d'un sommet qui se tiendra en marge de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Le ministre français de l'Intérieur a lui plaidé en faveur d'une meilleure coordination dans la lutte contre la propagande et le recrutement terroriste sur Internet. Bernard Cazeneuve a appelé les géants de la toile comme Google et Facebook à collaborer contre l'embrigadement sectaire. Écoutez. Aujourd'hui, le terrorisme auquel nous sommes confrontés est diffus, il est aussi en accès libre. Il implique des personnes qui sont nées ou qui ont grandi parmi nous et qui un jour basculent au terme d'un processus plus ou moins rapide dans le fanatisme terroriste. Par là même, le profil des terroristes et des terroristes potentiels s'est considérablement diversifié. Nombreux sont ceux qui se radicalisent sur Internet, certains partent pour la Syrie ou pour l'Irak avant de revenir en Europe endoctrinés et entraînés à tuer. D'autres encore passent progressivement de la délinquance au terrorisme au cours d'un séjour en prison ou au contact d'islamistes radicaux aguerris. Même si les actions de prévention que nous avons mises en place dès le mois d'avril 2014 ont permis d'empêcher bien des départs, plus de 400 jeunes Français sont aujourd'hui présents dans la zone. Journée sanglante en Libye, au moins 25 personnes ont été tuées et 30 autres blessées dans un triple attentat dans la ville d'El Koba, à une trentaine de kilomètres de Derna. Cette région de l'Est du pays est considérée comme le fief des djihadistes en Libye. Les 3 attaques ont visé simultanément le commissariat de police de la ville, une station-service et la maison du président du Parlement libyen. Dans un instant, en direction le Nigeria et la lutte contre Boko Haram. Retour sur le plateau de l'info du 1640. De fortes explosions suivies de tirs ont été entendues ce matin dans un hôtel de Mogadiscio, la capitale somalienne. L'établissement visé est situé près du palais présidentiel. Il est fréquenté par des hommes d'affaires et des députés. Un premier bilan fait état de 11 morts dans cet attentat revendiqué par le groupe islamiste Al-Shabaab. Et puis au Nigeria, l'armée a bombardé des camps d'entraînement de Boko Haram ainsi que des caches d'armes et de véhicules du groupe terroriste dans la forêt de Sambisa. C'est dans le nord-est du pays. C'est dans cette forêt frontalière du Cameroun que les 200 adolescentes enlevées en avril dernier avaient d'abord été cachées avant d'être divisées en plusieurs groupes et emmenées en différents endroits. L'armée nigériane tente de resserrer l'étau autour des insurgés islamistes qui ont menacé d'empêcher les élections présidentielles et législatives prévues le 28 mars. Les autorités ne sont plus les seules à affronter ce groupe qui multiplie ses attaques. Le Tchad, le Niger, le Cameroun, le Bénin et le Nigeria ont récemment constitué une force de 8700 hommes pour combattre Boko Haram. À Kiev, la place de l'Indépendance transformée en lieu du souvenir et de recueillement. Des portraits par dizaines, des fleurs et des bougies rappellent qu'il y a un an, les forces de sécurité ouvraient le feu sur les manifestants pro-européens. Le 20 février 2014, une journée sanglante pour l'Ukraine. Aujourd'hui, les habitants se souviennent des morts de Maïdan. Des cérémonies et des rassemblements sont prévus à Kiev ce vendredi et tout ce week-end pour fêter ce sombre anniversaire. Et puis, hasard du calendrier, un rapport accablant publié par une commission parlementaire britannique déplore que l'Union européenne et la Grande-Bretagne ont fait des erreurs catastrophiques dans leur gestion de la crise ukrainienne. Elle estime qu'ils y sont entrés comme des somnambules. Des critiques qui interviennent alors que le cessez-le-feu entre les forces de Kiev et les insurgés de l'Est de l'Ukraine est menacé par de nombreuses violations. Pas question de baisser la garde sur la dissuasion nucléaire. Voilà le message de François Hollande qui estime que le contexte international n'autorise aucune faiblesse. Le chef de l'État français a toutefois rappelé que l'emploi de l'arme nucléaire n'est concevable que dans des circonstances extrêmes de légitime défense. On l'écoute. Aujourd'hui, je réaffirme solennellement que la France n'utilisera pas d'armes nucléaires contre les États non dotés de l'arme nucléaire qui sont partis au traité de non-prolifération et qui respectent leurs obligations internationales de non-prolifération des armes de destruction massive. C'est pourquoi notre dissuasion va de pair avec le renforcement constant de l'Europe de la défense.
Mais notre dissuasion nous appartient en propre. C'est nous qui décidons. C'est nous qui apprécions nos intérêts vitaux. Ce n'est pas simplement un investissement, même si ça peut avoir ce caractère. C'est ce qui nous permet d'être libres. Dans un monde dangereux, et il l'est, la France n'entend pas baisser la garde. Mais en même temps qu'elle est prête à se défendre, elle ne veut pas pour autant renoncer à l'objectif même du désarmement, y compris du désarmement nucléaire. 15 jours de prison, juste assez pour l'empêcher de participer au grand rassemblement anti-Poutine qu'il prévoyait d'organiser à Moscou. L'opposant russe Alexei Navalny a été condamné hier soir à 2 semaines en détention pour avoir distribué des tracts dans les rues de Moscou la semaine passée, appelant à une manifestation de printemps le 1er mars. Plein d'ironie, Navalny a remercié le juge d'avoir à nouveau fait comprendre à tout le monde pourquoi il devrait participer à ce rassemblement. Blogueur, activiste et opposant en politique notoire, Alexei Navalny comptait réunir 100 000 personnes à cette marche du 1er mars. En Suisse, c'est un véritable drame qui a été évité. Une collision spectaculaire entre 2 trains a fait 5 blessés, dont un grave. L'accident a eu lieu au nord de Zurich, à Rafs. Selon les premiers témoignages, tôt ce matin, un train régional se serait brutalement arrêté en pleine voie avant d'être percuté par une autre rame arrivant par derrière. Plusieurs wagons se sont couchés sur le côté de la voie. Des ambulances, pompiers et hélicoptères ont été envoyés sur place. Le trafic a été interrompu sur toute la ligne. Soupçonné de tentative de coup d'État, le maire de Caracas, Antonio Ledesma, a été arrêté par les services de renseignement. Ses partisans dénoncent un acte autoritaire du gouvernement vénézuélien. L'arrestation a été menée dans les bureaux même du maire, de façon musclée selon des témoins. Les agents du renseignement l'auraient frappé. C'est un coup dur pour l'opposition. Il survient 1 an après le début des grandes manifestations contre le président Nicolás Maduro, qui a réitéré hier ses accusations, selon lesquelles l'opposition avait fomenté un coup d'État avec l'appui de Washington. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Vent frôlant les 90 km/h, orage et froid intense. Le Liban, toujours au cœur de la tempête Windy, 3e de cet hiver. De nombreuses routes restent bloquées par d'importantes chutes de neige. Les appels se multiplient contre la vacance prolongée à la tête de l'État. Une 20e séance parlementaire a été fixée au 11 mars pour tenter d'élire le successeur de Michel Steinmann. L'ONU appelle à lever les sièges en Syrie et à stopper l'utilisation de barils d'explosifs. 212 000 civils sont bloqués dans plusieurs villes du pays sans accès à une assistance médicale. Et puis l'Ukraine rend hommage aux martyrs de Maïdan à l'occasion du 1er anniversaire des violences, alors que dans l'est du pays, le cessez-le-feu entre l'armée et les séparatistes pro-russes est menacé par de nombreuses violations. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Très bon week-end à toutes et à tous et à demain. لن نعترف لحزب الله بأي حقوق تتقدم على حق الدولة في قرارات السلم والحرب.